Pendant longtemps, l'affaire d'Outreau a été présentée comme une simple erreur judiciaire. Une erreur parmi d'autres. Mais ce mot est insuffisant pour décrire ce qui s'est réellement joué dans ce dossier. À Outreau, ce ne sont pas seulement des procédures qui ont dérapé, ce sont des vies entières qui ont été bouleversées. Et une institution censée protéger les plus vulnérables qui a vacillé. Nous sommes au début des années 2000, dans le nord de la France. Dans cette petite ville, une enquête est ouverte à la suite d'accusations de violences sexuelles sur mineurs. Les faits sont graves, l'émotion est immédiate, et très vite, l'affaire prend une ampleur qui dépasse le cadre local. À ce moment-là, personne n'imagine encore que ce dossier deviendra l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire récente. Les accusations portent sur des faits graves impliquant des mineurs, supposément commis sur une période prolongée. Les enfants évoquent des situations précises, des lieux et des comportements, et mettent en cause plusieurs adultes de leur entourage. Ces déclarations deviennent le point de départ de l'enquête. Chaque nouvelle audition semble aller dans le même sens que la précédente. Peu à peu, un récit cohérent se met en place. Il s'enrichit, se précise et donne l'impression d'une continuité. Dans un tel contexte, la priorité des autorités est claire: protéger les plus jeunes. Et lorsque les faits évoqués sont aussi sérieux, le doute paraît difficilement acceptable. Progressivement, le dossier se construit autour d'une interprétation dominante, celle d'un système impliquant plusieurs personnes. À mesure que l'enquête progresse, le nombre de personnes mises en cause s'élargit. Pourtant, au fil des mois, des incohérences apparaissent. Les témoignages évoluent. Certains détails changent d'une audition à l'autre. Les dates ne correspondent pas toujours. Les lieux décrits varient. Les versions se contredisent parfois sur des points essentiels. Des expertises psychologiques sont alors réalisées. Certaines expriment des réserves. Des doutes sont formulés, parfois avec prudence. Mais ces nuances peinent à trouver leur place dans le raisonnement global. L'enquête avance, portée par un récit déjà solidement installé. Plus le temps passe, plus ce récit devient difficile à remettre en cause. Chaque nouvel élément est interprété à travers ce prisme initial, non plus comme une hypothèse à vérifier, mais comme une confirmation attendue. Un autre point interroge également. Plusieurs accusés n'ont aucun lien direct entre eux, en dehors des accusations. Leur parcours, leur personnalité, leur environnement ne dessinent pas le portrait d'un groupe structuré ou organisé. Aucun fonctionnement commun clair n'émerge. Malgré cela, l'hypothèse d'un système impliquant plusieurs personnes continue de guider l'enquête. À ce stade, remettre en cause le récit initial devient particulièrement difficile, car admettre une faille supposerait de reconnaître que certaines décisions ont peut-être été prises trop tôt, et que le dossier repose désormais sur un équilibre fragile. La machine judiciaire est désormais lancée. Les mises en examen s'enchaînent. La détention provisoire devient la règle. Pour les personnes mises en cause, la procédure prend alors une autre dimension. Le temps judiciaire s'impose, lent et souvent incompréhensible. Certains accusés sont incarcérés pendant de longs mois, parfois pendant plusieurs années, avant même d'avoir été jugés. Le temps judiciaire n'est pas le temps humain. Derrière les murs, chaque journée semble identique à la précédente. L'attente devient une épreuve en soi. Les repères disparaissent progressivement. Les liens familiaux se fragilisent.
La vie extérieure continue sans eux. Dans l'opinion publique, l'incarcération est souvent perçue comme une preuve, et non comme une mesure de précaution. Plus la détention se prolonge, plus l'idée d'un retour en arrière paraît difficilement envisageable. Reconnaître une erreur supposerait d'admettre que l'enfermement n'était pas justifié. Chaque jour passé en prison rend ce retour plus complexe, humainement, institutionnellement. À ce moment précis, le dossier n'est plus seulement judiciaire, il devient un symbole. Reconnaître une erreur aurait alors un coût immense pour les institutions concernées et pour la confiance que la société leur accorde. En 2004, lors du procès en appel, le regard change. Les témoignages sont réexaminés avec davantage de distance. Les expertises sont confrontées entre elles et les éléments du dossier sont repris point par point. Ce qui, jusque-là, avait été considéré comme secondaire devient central. Les contradictions ne sont plus mises de côté. Elles sont examinées, comparées et replacées dans une chronologie plus rigoureuse. Plusieurs affirmations qui semblaient aller dans le même sens apparaissent alors moins solides lorsqu'on les met en perspective. Le récit initial, qui paraissait cohérent, commence à se fragmenter. L'audience met en évidence un mécanisme classique. Lorsque l'enquête avance avec une hypothèse dominante, les informations ont tendance à être interprétées à travers cette hypothèse. En appel, cette lecture unique est davantage questionnée. Progressivement, les certitudes accumulées lors des premières étapes laissent place au doute. Les juges ne cherchent plus à confirmer un récit, mais à vérifier ce qui peut être établi avec fiabilité. Cette relecture méthodique conduit à un constat difficile à ignorer. Le dossier ne tient plus suffisamment. La justice reconnaît alors ce qui paraissait impensable quelques années plus tôt. La majorité des accusés est acquittée. Pour certains, cette décision intervient après plusieurs années de détention. Des années perdues, des vies durablement abîmées. L'affaire d'Outreau provoque un choc national. Comment une telle erreur a-t-elle été possible? Très vite, une commission parlementaire est mise en place afin de comprendre les dysfonctionnements qui ont conduit à cette situation. Les travaux révèlent une accumulation de facteurs. L'isolement du juge, le poids accordé aux expertises et la difficulté à remettre en cause un récit une fois qu'il s'est installé dans la procédure. L'affaire met également en lumière la pression qui pèse sur l'institution judiciaire lorsqu'elle est confrontée à des faits graves. La crainte de se tromper peut conduire à des décisions prises dans l'urgence, puis à une mécanique dont il devient difficile de sortir. À la suite de ces constats, des réformes sont engagées. La collégialité est renforcée. La formation des magistrats est repensée. Mais aucune réforme ne peut réparer le temps perdu. Pour les personnes concernées, les conséquences sont profondes et durables. Les années d'attente, d'incertitude et d'enfermement laissent des traces invisibles, bien après la fin des procédures. Certaines vies ne reprennent jamais leur cours initial. Les liens familiaux sont fragilisés. La confiance est durablement ébranlée. L'affaire d'Outreau reste ainsi un rappel brutal. La justice est rendue par des hommes, et lorsqu'elle se dérègle, ces erreurs peuvent être irréversibles. Elle rappelle enfin l'importance essentielle du doute, car une justice qui ne doute plus peut, parfois, condamner des innocents.